Chaque dimanche, le journal, c'est 30 minutes, suivi de votre magazine préféré. Notre invité, je vous l'ai dit, c'est professeur Paul-Serge Ollier, le chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Professeur, ici le protocole, c'est qu'on suive d'abord cette vidéo. Au service des maladies infectieuses et tropicales, le SMIT du CHU de Treichville, des patients en attente d'une consultation. Des cas suspects de maladies à coronavirus pour avoir été entre autres en contact avec les personnes confirmées ou revenues des pays affectés. Pour être fixés sur leur état de santé, seul un test de dépistage du coronavirus est nécessaire. Les médecins procèdent à l'écouvillonnage pour un prélèvement nasopharyngé. L'écouvillon sera introduit dans cette glacière contenant des accumulateurs qui permettent de maintenir la température normale, voire contenir le virus lors du convoyage par l'INHP vers l'Institut Pasteur habilité à diagnostiquer les cas de Covid-19. Au cœur du SMIT, nous avons voulu accéder aux cas confirmés de Covid-19 en cours de traitement médical. Ils se trouvent derrière cette porte dont nous n'aurons pas accès, tout comme leurs familles respectives. Aucune visite, ils sont isolés, seulement en contact avec le personnel soignant. C'est un cas simple, il sera juste en observation avec un traitement antigrippal. C'est essentiellement du paracétamol, beaucoup de vitamine C et puis surtout du repos. Voilà. Et après, en fonction donc de la sévérité du cas, si le malade a des difficultés respiratoires, on pourrait lui apporter de l'oxygène. Et s'il a une surinfection des poumons, en ce moment on mettra les antibiotiques ou autres anti-infectieux. Ce sont une soixantaine de médecins et infirmiers au sein du SMIT qui se relaient pour le traitement médical des cas confirmés en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, professeur, est-ce que le SMIT est le seul service qui accueille les malades atteints de Covid-19? On a cité aussi le VITIB à Bassam. Qu'est-ce qu'il en est? Au niveau de la riposte nationale, on a multiplié les services. Le SMIT a toujours été le service de référence de la prise en charge de ces maladies épidémiques, pas pour nos compétences en termes de traitement, mais pour pouvoir assurer la sécurité des soignants et des patients. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de multiplier les centres. Le VITIB servira et sert à la prise en charge des cas simples, pas du tout compliqués. Il y aura 5 centres à Abidjan et un peu plus après qui nous permettront d'avoir 500 lits disponibles sur Abidjan. L'offre de lits que nous avons sur le SMIT aujourd'hui, à peu près de 60 lits, on devrait être à 100 lits d'ici 10 jours. Et pour le moment, aucune clinique privée n'est concernée par ces prises en charge. Si, il y a des cliniques privées qui sont concernées, mais qui travaillent avec le SMIT. La prise en charge se fait en collaboration avec notre service, et l'INHP aussi, et ainsi que l'Institut Pasteur. Il n'y a aucune clinique qui travaille en dehors des recommandations nationales et du processus mis en place par le ministère de la Santé. D'accord, professeur. Dites-nous, c'est quoi le protocole de prise en charge COVID-19? Si je vous le dis, au plan médical tel que vous l'entendez, on ne va pas se comprendre, et personne ne va me comprendre en réalité. On ne sera pas beaucoup à vous comprendre. Voilà. Le protocole de prise en charge d'abord sera au-delà de cette histoire de traitement et de thérapeutique. Il faut d'abord tester et isoler. Je pense que tout à l'heure, mon collègue a dit qu'on isole des patients. On les isole. Ils peuvent avoir simplement du paracétamol parce que le cas n'est pas sévère. Et lorsque le cas est un peu plus sévère, avec quelques difficultés respiratoires, voire plus, on change de protocole. Donc les directives que nous avons éditées au niveau national se font en fonction des stades cliniques de la maladie. Mais ce sont des protocoles pour la partie thérapeutique qui sont encore des traitements empiriques, on pourra en discuter tout à l'heure, parce que non validés par des arguments scientifiques solides. Mais dans cette situation actuelle, on propose le meilleur aux différents patients, en fonction des stades. Et en Côte d'Ivoire, y a-t-il eu des cas graves au point d'en arriver à l'intubation? On a eu des cas graves et on a pu les sauver. Qui sont guéris? Qui sont parmi les 25 guéris? Qu'on a pu sauver. La guérison, c'est différent. Il nous faut 2 tests espacés de 48 heures pour affirmer une guérison. Donc on a tendance à penser qu'il n'y a pas assez de guéris. Mais bien sûr, quand vous avez 1 ou 20 cas par jour et que vous avez un guéri tous les 14 jours, il y aura toujours cette différence. Donc il y a des patients qui sont stables, mais on ne peut pas encore affirmer la guérison. Et hier, il y a le DGS, le directeur général de la santé, qui a parlé de pandémie qui serait généralisée à Abidjan. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette phrase? C'est tout simple. Il y a 2 semaines, ou bien la semaine passée, on était sur 2 épicentres, Makori et Cocody. Les différents résultats que nous avons eus, lorsqu'on regarde au niveau du Grand Abidjan,
on voit que pratiquement tous les quartiers d'Abidjan sont aujourd'hui touchés. Donc on sort de cette notion de Marcory, de Cocody, avec des connotations qui ne sont pas toujours réelles, et on se retrouve dans tout Abidjan. Après, ce n'est pas autant de cas que sur Marcory et Cocody, mais comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, cela ne saurait tarder, puisqu'on commence à avoir une transmission communautaire. Et la solution qu'il a préconisée, c'est le masque pour tout le monde. C'est une solution qui vient en complément de ce qui a été proposé auparavant. C'est une mesure additionnelle aux mesures déjà prises. Les deux mesures phares. Il faut d'abord respecter la distanciation sociale. C'est ce qui est le plus important. Quand je tourne dans Abidjan aujourd'hui, ou bien quand vous-même vous tournez dans Abidjan, vous voyez qu'on ne respecte pas la distanciation sociale. Il y a trop de monde dans Abidjan. Et on a l'impression que la population n'a pas pris conscience de ce phénomène. Et l'autoconfinement même n'est pas à l'ordre du jour pratiquement. L'autoconfinement, c'est quotidien. Je vais dire, beaucoup d'Abidjanais ne suivent pas l'autoconfinement. Non, vous voulez parler plutôt du confinement total comme Pas on voit dans total. les pays. Autoconfinement, Non, se confiner soi-même quand tu n'as rien à faire dehors. Oui, mais en fait, nous, on ne peut pas parler d'autoconfinement à des personnes qui n'ont pas de maladie. On parle d'autoconfinement au cas contact et d'autoconfinement au cas confirmé. Parce que vous avez dit, ils sont tous aux maladies infectieuses. Non, ils sont tous suivis par le service des maladies infectieuses. C'est différent. Maintenant, après la distanciation sociale, qui est une des mesures phares, qui va permettre de diminuer les contacts entre les gens. Ce n'est pas le confinement total, il faut prendre conscience de nos réalités. Bien sûr. On sait comment on entre dans le confinement, on ne sait pas toujours comment on en sort. Donc faites-nous confiance, faites confiance à ce qui est recommandé en Côte d'Ivoire. On va faire un confinement pour une distanciation sociale. La deuxième mesure phare, c'est tester. Tester. Isoler les cas. Isoler les contacts des cas et traiter les cas. Si on le fait, et les suivre, surtout les contacts. Aujourd'hui, à l'INGS, on a repris plus tôt, on a un suivi des contacts qui se fait même en santé numérique. On peut savoir où ils sont. Dès qu'un contact bouge, on sait où il est parti. Et on le ramène. Et après, en stratégie combinée, va venir le port du masque obligatoire. Mais ce qui est le plus important pour les masques, privilégions d'abord les soignants. Ce sont eux qu'il faut protéger en premier. S'il n'y a pas assez de masques, donnez-les aux soignants, aux forces de défense et de sécurité, aux agents des pompes funèbres, à tous ceux qui sont en contact direct avec les patients et qui ne peuvent éviter cette distanciation sociale de 2 mètres. Pour finir, si vous portez un masque, que vous êtes à 20 cm, qu'il n'y a pas de distanciation sociale, c'est une illusion de protection. Alors, je ne vais pas contredire le directeur général de la santé, mais je dis que c'est une stratégie additionnelle. Additionnelle. Et quelle est la tranche d'âge de nos malades ici en Côte d'Ivoire? C'est une tranche d'âge jeune. Si on va faire les analyses des 245 premiers cas, d'accord, on va les faire pour avoir un meilleur descriptif. Mais globalement, c'est une tranche d'âge jeune. Et comme toujours, vous allez avoir des extrêmes. Ne soyez pas surpris si on parle d'enfants. C'est des contaminations de famille. Et il y aura des sujets adultes, des sujets âgés, plus de 65 ans. Professeur, il y a une audio qui a circulé pendant un moment, une femme qui aurait pris de la nivaquine, qui aurait été contaminée, qui a pris de la nivaquine, baissé la fièvre, qui serait de retour de France, de Megève en France, avec certains de leurs amis. Vous en savez quelque chose? Oui, je l'ai entendu, mais comme ce n'était pas un journal, une radio scientifique, je n'ai pas écouté longtemps. En fait, si vous voulez, c'est de l'hydroxychloroquine plus de l'azithromycine. Dans les recommandations nationales, l'hydroxychloroquine en fait partie. Donc, toutes les molécules que vous voyez, il y a un grand essai en France qui s'appelle Discovery, qui évalue les 4 molécules que nous avons recommandées au niveau national. Il s'agit donc de prendre en compte les données scientifiques. Si Discovery s'arrête en France dans 2 semaines, qui disent voilà le schéma recommandé, nous on aura ces molécules pour faire ce schéma recommandé. Le plateau est attendu pour quand en Côte d'Ivoire? Le plateau, le pic. Le pic. Alors ça, c'est un beau mot des épidémiologistes. Et à chaque fois, quand vous suivez, ils diffèrent le pic, ils diffèrent le pic. On ne va pas s'engager dans parler de date de pic. Ce qu'on veut éviter, nous, avec les stratégies que l'on va mettre en place, c'est qu'il n'y ait pas de pic. Nous, ici, on est prêts en termes de respirateurs? Oui, nous sommes prêts. D'accord. Et les Ivoiriens disent qu'ils ne voient pas les malades et qu'ailleurs, les malades sont présentés chaque fois. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? On parle toujours tous les jours de nouveaux cas additionnels, mais on ne voit jamais les malades, ni même les guéris. Les guéris, d'abord, les malades ne sont pas faits pour être vus. Je ne sais pas pourquoi c'est pour le Covid
qu'on nous dit qu'on ne voit pas des malades. Parce que beaucoup pensent que la maladie n'existe pas. Malheureusement, beaucoup continuent de penser que ça n'existe pas et que ce n'est même pas encore entré en Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est assez habituel. Il y a quelques années, à l'époque de l'infection à VIH, on avait dit qu'il n'y a pas d'infection à VIH en Côte d'Ivoire. Vous savez, en Europe, on me dit que les malades sont vus. Non, les malades viennent se faire voir. Ce sont eux qui viennent à la caméra. Ce sont eux qui se font des vidéos et qui les postent. Ici, nos malades ne veulent pas le faire pour une raison qui est toute simple. Une maladie qui est assez simple dans 80-85% des cas. On a transformé nos patients atteints de Covid en coupables plutôt qu'en victimes. On les a stigmatisés. On en a fait une maladie honteuse. C'est assez grave. Donc il faut corriger d'abord dans l'esprit des Ivoiriens et quand ça va toucher tout le monde. Si ça augmente, il n'y aura plus de honte. Donc la maladie est là et les Ivoiriens, peut-être, il y en a qui m'ont dit, il n'y a pas de mort, vous cachez. Non, il y aura des morts. C'est normal hein, dans une maladie qui peut évoluer dans 5% des cas dans des formes critiques, même avec des respirateurs. Il faudra s'y attendre. Mais la maladie est là, elle est bien prise en charge, bien diagnostiquée et bien suivie. Et à partir de quand on admet un patient chez vous aux maladies infectieuses et tropicales? Il y a 2 cas de figure. Quand c'est des cas sévères avec difficultés respiratoires ou complications, il y a 3 cas. Ceux qui ont des comorbidités, des facteurs de risque, je prends par exemple un patient qui est diabétique ou qui a un cancer, qui a une maladie à coronavirus, nous on va l'hospitaliser. Et le 3e cas, en fonction avec le V-type, celui en qui on n'a pas d'assurance de l'autoconfinement dont vous parlez. Lui, on va l'admettre dans un service de prise en charge pour l'isoler. Après analyse, comment vous faites savoir à un patient qu'il est infecté? Alors pour cette maladie, je pense que c'est l'approche diagnostique la plus facile à faire. À la différence des autres maladies, on va chercher à demander aux patients de se faire dépister. Les patients viennent vers nous pour se faire dépister. Donc ça, vous voyez, c'est un avantage. Et ils sont dans l'attente de leurs résultats parce qu'ils sentent des symptômes. Ils savent qu'ils ont été exposés et ils viennent vers nous pour se faire dépister. On a même un afflux de patients pour ces. Et comment vous le leur dites, monsieur, d'accord, vos analyses, voilà, les résultats sont là, vous êtes infecté, vous avez le Covid. Est-ce qu'il y a un certain protocole là encore, un certain protocole langagier? Non, en médecine, il faut éviter le langage camouflé pour dire de la vérité. D'accord. Il a un Covid, on lui dit qu'il a un Covid positif et on le rassure plutôt. Et on est à 25 guéris à ce moment ici en Côte d'Ivoire. À quel moment vous déclarez quelqu'un guéri, un patient? Alors, il y a une guérison qui peut être clinique, il va bien, il va mieux, sauf qu'il peut être encore contagieux. On estime qu'ils sont contagieux 15 jours après le début des symptômes. Mais avec les stratégies thérapeutiques que l'on met en place, on peut raccourcir les délais de portage du virus et c'est après 2 tests négatifs, 2 charges virales négatives que l'on fait à Pasteur, que l'on les déclare guéris, espacés de 48 heures. Raison pour laquelle vous voyez qu'on n'a pas autant de guéris que ça, mais au plan clinique, symptomatique, il y a un grand nombre qui sont déjà guéris. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui tranquille ou alors il a un comportement tout autre à adopter? Non, il rentre chez lui tranquille parce qu'il n'est plus contagieux. Mais je ne sais pas s'il rentre tranquille quand on l'a stigmatisé. Et ça, c'est le soutien psychosocial qu'il faut fournir aux patients quand ils rentrent chez eux. La Côte d'Ivoire enregistre malheureusement un décès. Qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé de tests post-mortem. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un cas trop sévère ou alors qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Ce malheureux cas, ce décès, et je dis qu'on en aura d'autres. Hein. Il faut quand même qu'on soit clair là-dessus, on en aura d'autres qui ne seront pas liés à l'âge, qui seront liés à des comorbidités. Ça peut être de l'obésité, on a d'autres maladies, le diabète, la tuberculose. C'est une patiente diabétique qui a été infectée par le coronavirus, donc ça veut dire qu'elle était fragile et qui est arrivée dans les services médicaux d'un CHU d'Abidjan. Et ils ont tout fait pour la prendre en charge, malheureusement, ils n'ont pas pu la sauver. Où en est la recherche sur ce virus à ce stade, professeur? La recherche sur ce virus se fait, on va dire, à 3 niveaux, peut-être plus. Il y a une recherche opérationnelle, on regarde ce qu'on est en train de vivre. Nous, si on fait du tester, on va faire de la recherche. La biologie est en train de développer de la recherche pour voir peut-être quels sont les nouveaux tests, quels sont les nouveaux outils diagnostiques qu'on va utiliser. Et la recherche clinique et les essais thérapeutiques sont en cours. Nous-mêmes, on va peut-être proposer un essai thérapeutique national, ivoirien, adapté à notre contexte,
pas un projet clé en main qui viendrait de l'extérieur. Donc la recherche se fait au nord, se fait aussi au sud, et avec les molécules dont on dispose. Et à ce stade, il n'y a pas encore de traitement, hein, mais la chloroquine est fortement évoquée. La Côte d'Ivoire a validé son utilisation dans certains cas, la chloroquine, l'hydroxychloroquine. Vous y avez déjà eu recours? Non, pas encore. Je vais vous expliquer quelque chose de tout simple pour qu'on se comprenne bien. Les maladies virales en général, la grippe, même certaines, les hépatites, l'hépatite B, peuvent guérir spontanément tant que notre immunité permet de contrôler la maladie. Raison pour laquelle on dit que les sujets jeunes vont faire moins de formes sévères, sauf si ils ont des comorbidités. Ensuite, ces maladies virales, si on ne contrôle pas, il faudra mettre un traitement. Mais en termes de maladies virales, le traitement n'est efficace sur le virus que quand c'est donné dès le début. Au stade avancé, il faut une combinaison de traitements et la force de l'hydroxychloroquine, si elle est, c'est qu'au stade avancé, c'est son côté anti-inflammatoire qui joue sur l'immunité. Ce n'est pas le côté antiviral. Donc il y a beaucoup de confusion. Et les essais que l'on va faire, c'est plutôt des stratégies de traitement. On teste, on isole, on traite précocement. C'est ce qu'on va faire. Au jour d'aujourd'hui, on est dans de l'empirisme. On ne prendra pas de risque à proposer un traitement à quelqu'un qui est bien portant et qui, sans traitement, va guérir. On entend parler d'essais cliniques dans des pays à côté, des pays de la sous-région. Qu'en est-il en Côte d'Ivoire? C'est ce que je vous ai dit. On ne va pas faire des essais avec des molécules que nous, on ne connaît pas. En termes d'essais cliniques, on a un objectif, c'est de protéger la santé du patient. Bien sûr. Donc, vous parlez peut-être d'une molécule, on peut le dire, c'est la pivirine. Tout à fait, bon. qui est déjà évoquée ailleurs, au Bénin par exemple. Non, même au Bénin, je pense pas. Au Burkina, ils sont en train de faire un essai. Avec Valentin Agon, oui. Voilà. Ils sont en train de faire un essai, mais ce que je pense que le Covid nous a appris tous, est en train de nous apprendre, c'est l'humilité. Il ne faut pas dire, il ne faut pas rejeter du revers de la main, comme j'entends certains dire, non, il n'y a aucune molécule qui marche, ce qu'on fait au Burkina, ce n'est pas bon, la pivirine, non. Si jamais mes collègues du Burkina nous montrent que la pivirine a un intérêt sur des données scientifiques reconnues, on évoquera la pivirine. Donc, il ne faut pas fermer la porte. Justement, est-ce qu'il y a même des échanges d'expériences avec ces pays voisins-là? Est-ce que vous parlez entre vous? Quotidiennement. Il y a des collaborations? Oui, quotidiennement. On est dans un réseau international. Je préside moi-même la Société africaine des pathologies infectieuses. Donc, on est dans cette collaboration internationale et aussi avec la collaboration avec les pays européens et la France en particulier. Il est de plus en plus question de tester un vaccin en Afrique. Le vaccin BCG, par exemple, vous en avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait débat ailleurs. Non, ce vaccin, je comprends très bien. D'abord, la Côte d'Ivoire n'a jamais été partie prenante de cet essai vaccinal. Nous, en tant que chercheurs, on n'a pas été concernés. Ce vaccin BCG, qui est destiné aux soignants, d'abord, pour protéger les soignants, est validé pour la France. Ils ont déposé le projet de recherche et ils vont le faire pour les soignants français. Donc, ce n'est pas une notion de dire que c'était que pour l'Afrique. Ici, en Côte d'Ivoire, avec le comité d'éthique, avec le ministère de la Santé, on ne permettra jamais qu'un vaccin ou bien qu'un test, comme on l'a dit, se fasse sur les patients. Ça c'est terminé, ça ne sera pas. Soyez rassurés. D'accord. Aujourd'hui, on a constaté d'autres foyers à l'intérieur du pays. Est-ce que cela ne vient pas compliquer votre tâche, la lutte contre la pandémie en Côte d'Ivoire? Le confinement dont on parle, le confinement d'Abidjan, ce n'est pas un confinement pour dire qu'on va éviter que l'épidémie aille ailleurs. C'est freiner les délais de propagation. Si on arrive à étaler cette propagation sur 1 mois, 2 mois, qu'on bloque Abidjan, les cas importés sont des cas importés d'Abidjan en réalité. Ce ne sont pas des cas, entre guillemets, autochtones de ces villes. Bien sûr, c'est donc peut-être une conséquence du report de la fermeture des portes d'Abidjan, non? Là, je vous laisse responsable de votre question. Je ne pense pas, parce que dans certains des cas qu'on a eus, je pense San Pedro par exemple, Zouaounien, c'était avant la fermeture d'Abidjan. Je crois que c'est un mauvais lien qu'on est en train de faire. D'accord. D'aucuns parlent d'un certain groupe sanguin qui résisterait beaucoup plus à la pandémie, à la maladie de coronavirus. Oui, on en parle.
il faudrait voir aussi sur le groupe O, je pense qu'on en parle, il faudrait voir aussi quels sont les porteurs du groupe O, mais ce ne sont pas les majoritaires hein, dans notre contexte. Mais il est connu que ce groupe est en général résistant à certaines maladies, raison pour laquelle dans la collaboration de recherche, il faudrait qu'on travaille avec les hématologues aussi, qui sont les meilleurs lorsqu'on parle de groupes sanguins en termes de recherche. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, comment on pourrait en venir à bout à cette épidémie, professeur Eolier? Si j'avais un mot réel, ce serait du civisme sanitaire. Nous les médecins, nous les soignants, on sait ce qu'on doit faire. Les gouvernants proposent des choses. Mais je sors d'Abidjan, je vous l'ai dit. On a l'impression que personne ne croit en cette maladie, qui est là, qui tue déjà un et qui va en tuer d'autres. Nul n'est à l'abri. Le message qui est clair, c'est que chacun d'entre nous a risque pour l'autre et chacun d'entre nous doit être protecteur de l'autre. Avant de venir sur ce plateau, je lui ai demandé quelle est la distance entre le journaliste et moi. Je regarde, il y a 1 mètre. Un peu plus même. Il y a même un peu plus. Oui, j'ai fait attention à aller un peu plus en arrière. Donc ça veut dire que nous, on a respecté les consignes du gouvernement. Bien sûr. Mais on ne peut pas continuer à se mettre une pression sociale aussi énorme et ne pas respecter cela. Donc la distanciation sociale, c'est la clé dans tous les pays. Associer à ce que je disais, tester, isoler les cas, isoler les contacts. Si on le fait, on va pouvoir contrôler la maladie. Il s'agit d'arriver à supprimer la transmission dans la communauté. Ailleurs, on se bat pour tester la population à grande échelle. Est-ce que c'est à l'ordre du jour ici? Ce n'est pas le même test. Le test à grande échelle, ce sont ceux qui sont en confinement pour voir si en sortie de confinement, ces personnes qui avaient été isolées sont protégées, si dans des anticorps. Ce sont des tests sérologiques. Nous, ce qu'on propose, c'est des tests de diagnostic pour pouvoir rapidement isoler les cas et les contacts. Merci. Merci, professeur. Professeur Paul-Serge Eolier, chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Vous êtes venu nous parler de votre service, de la vie dans ce service, le traitement que vous administrez aux malades au service des maladies infectieuses et tropicales donc du CHU de Treichville. Mille merci de nous avoir accordé du temps. On vous sait beaucoup occupé. Merci beaucoup, monsieur. Merci encore. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. La règle d'or, vous la connaissez. Il n'a jamais été aussi simple de se protéger d'une maladie pour votre santé. Si vous n'avez rien d'essentiel à faire dehors, restez chez vous.